Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo book haul. J'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que je vous ai présenté les nouveautés dans ma bibliothèque, mais a priori le temps passe vite, parce que si, ça fait quand même quelques mois. Les livres arrivent vite dans ma bibliothèque puisque j'ai à nouveau une vingtaine de livres à vous présenter, 22 je crois si j'ai bien compté. Enfin bon bref, une vingtaine, donc de quoi faire un bon gros book haul. Donc c'est parti. Je vous présente les livres plutôt par genre, plus ou moins, et pas du tout par ordre chronologique d'arrivée dans ma bibliothèque, puisque le premier que je vais vous montrer, c'est un des tout derniers qui est arrivé chez moi. C'est Hollywood Monsters de Estelle Faye et Fabien Légeron aux éditions Gulfstream, collection Echo. En fait, je l'ai reçu grâce à la dernière opération masse critique de Babelio, donc il faut que je le lise assez vite pour pouvoir rendre ma chronique dans les temps. Je vous avoue que je l'ai choisi lors de la dernière masse critique parce que j'ai vu le nom d'Estelle Faye et généralement c'est une autrice que j'aime bien. Je sais juste que ça se passe plutôt dans les années 30, l'âge d'or du cinéma, donc à Hollywood, et ça va être un mélange de thriller, de fantastique, puisque je pense qu'il va y avoir un meurtre dans les studios de cinéma et qu'on va être un petit peu du côté des décors de films d'horreur, donc une petite touche de fantastique aussi derrière tout ça. C'est un contexte qui me plaît bien. Moi en fait quand je pense années 30 Hollywood, je pense pas forcément aux films d'horreur, pas du tout, je pense plutôt aux films très grand public, très familiaux, avec la petite Shirley Temple notamment qui faisait des claquettes, qui avait 5-6 ans. Voilà, je pense à ça moi quand je pense à Hollywood, âge d'or des années 30, pas du tout aux films d'horreur. Donc là je pense que je vais découvrir un autre monde. On continue avec Estelle Faye, puisque finalement j'avais pas mal de livres qui me manquaient d'elle dans ma bibliothèque, mais notamment un que j'avais vu passer ces derniers temps, qui m'interpellait, qui est là aussi plutôt jeunesse, puisque c'est publié aux éditions Rajo. C'est L'Arpenteuse de rêve, la couverture est magnifique, c'est de la fantaisie, et je vous avoue que j'en sais là aussi pas plus, encore moins que le livre précédent même. Je pense que les avis sont quand même assez positifs. Enfin, je me rends compte que vraiment je pourrais un petit peu bosser entre guillemets mes book hauls pour pouvoir vous faire des résumés qui tiennent la route. Mais en fait je me rends compte aussi que souvent je vais aller acheter des livres parce que c'est l'auteur que j'apprécie, c'est un auteur dont j'ai entendu parler, parce que c'est une maison d'édition à laquelle je fais confiance, parce que c'est des thématiques générales qui peuvent me parler, ou parce que très futilement ça peut être une couverture tout simplement qui va attirer mon œil. Mais souvent, je ne connais pas le résumé vraiment précis. Souvent, je vais le lire rapidement au moment où je vais acheter, quand même pour vérifier que globalement ça peut me plaire, mais ensuite je l'oublie et je vais rarement le relire avant de commencer la lecture du bouquin, vraiment, parce que j'aime bien me lancer sans trop d'a priori, sans trop en savoir dans les livres. Voilà, donc c'est pour ça que quand je vous fais des book hauls, je me rends compte que je vous raconte quand même pas grand chose de très intéressant, mais j'espère quand même que je vous en dis assez pour titiller votre curiosité. Et je vous dis ça parce qu'en fait je me rends compte que le livre suivant c'est pareil. Je ne sais globalement pas de quoi il parle, mais je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai vu de bons avis, le titre aussi me plaît, la couverture, bon bref. C'est La Sourcière de Élise Fontenaille aux éditions du Rouergue, collection épique. Donc là aussi c'est de la fantaisie, c'est un très court titre, hein. Il fait une centaine de pages, c'est plus une novella je pense qu'un roman finalement. Et voilà, c'est tout. Je ne sais que ça. Bon, je viens de relire rapidement la 4e de couverture pour me remettre un petit peu les idées en place. Dans cette histoire, il y a un aspect assez médiéval et une grosse importance du merveilleux et de la nature qui sont intimement liés. Donc des thématiques qui personnellement me parlent énormément. Donc il n'en faut pas plus pour m'intriguer, pour me plaire. Comme le titre l'indique, on va suivre une héroïne, une jeune fille, donc la sorcière, qui a priori a des pouvoirs un petit peu particuliers et qui vit en pleine nature, en pleine forêt, au milieu des bêtes.
Ensuite, encore un livre dont je ne sais absolument rien, mais là ce n'est pas de mon fait puisque c'est un cadeau. C'est La Cité des livres qui rêvent de Walter Morse aux éditions Gallimard, folio junior. Je n'ai absolument aucune idée de quoi parle ce livre. Bon, j'imagine que ça va parler de l'importance des livres, de la littérature, de l'écriture, enfin bon, de l'imagination de façon générale, un petit peu comme l'histoire sans fin, Cœur d'encre, voilà. Donc je pense que ça vise ce public-là, donc plutôt préadolescent. Je continue toujours dans la littérature imaginaire, mais là vraiment, je pars du côté de la fantaisie plus pure et dure, avec Robin Hobb. Je me suis acheté sur Vinted la première intégrale du Soldat Chaman, donc aux éditions J'ai lu. C'est pas celui-là que je voulais absolument au début, mais en fait je suis tombée sur une boutique qui le proposait en même temps que les deux autres livres que je voulais absolument trouver, qui sont les deux premiers tomes des Aventuriers de la mer, donc toujours de Robin Hobb, et c'est toujours aux éditions J'ai lu. En fait, j'ai terminé il y a quelques mois maintenant le premier cycle de l'Assassin Royal, qui correspondent aux 6 premiers tomes dans ce format-là. Et avant de lire la suite de l'Assassin Royal, on m'a confirmé que c'était mieux de lire Les Aventuriers de la mer. C'est pas forcément complètement indispensable, je pense, mais c'est mieux. J'espère que ça me plaira autant que l'Assassin Royal, mais je vous avoue que ça va me faire un petit peu bizarre de quitter Fitz et de découvrir de nouveaux personnages. Mais comme j'ai très envie de les retrouver, je me dis plus vite j'aurai lu Les Aventuriers de la mer et plus vite je retrouverai Fitz et compagnie. Mais ça se trouve, je vais adorer Les Aventuriers de la mer, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent finalement Les Aventuriers de la mer. J'ai absolument aucune idée de l'histoire, de l'intrigue générale des Aventuriers de la mer. Bon, vu le titre de la série, j'imagine qu'on va plutôt être sur la mer. Il va y avoir un peu de piraterie. Moi, je vous avoue que c'est pas tellement un contexte qui me fait rêver. L'aventure, style l'île au trésor, oui, pourquoi pas, mais je cours pas après. Quant au Soldat Chaman, je pense que c'est une série fantasy qui est un petit peu moins aimée. Pourtant, le côté chamanisme, c'est plutôt quelque chose qui me plairait plus que la piraterie. Si vous-même vous êtes lecteur de Robin Hobb, si vous avez lu un petit peu tous ces cycles-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quels sont ceux que vous préférez. Donc j'avais pas forcément prévu d'acheter et de lire ce cycle-là, mais c'est Robin Hobb, c'est une valeur sûre. Je sais que un jour ou l'autre, même si c'est dans 10-20 ans, je lirai le Soldat Chaman. Bon bah voilà, il est dans ma bibliothèque. Et puis bah ça se trouve, je le lirai dès l'année prochaine. Hein. Dernier livre de fantasy acheté très récemment sur Vinted. C'est Capitale du Nord, le premier tome, Citadin de demain, de Claire Duvivier, qui fait donc partie du très grand cycle La Tour de Garde, écrit conjointement entre Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. Donc avec Jason, on a lu le premier tome de Capitale du Sud, par Guillaume Chamanadjian, qu'on a vraiment beaucoup aimé tous les deux. Et les tomes se répondent. Les deux trilogies sont imbriquées. Vous lisez le premier tome de Capitale du Sud, ensuite il faut, entre guillemets, lire le premier tome de Capitale du Nord, ensuite vous repassez au deuxième tome de Capitale du Sud, etc. Après, je pense que vous pouvez quand même lire la trilogie Capitale du Sud d'un coup si vous voulez, et ensuite passer à la trilogie Capitale du Nord. L'éditeur et les auteurs présentent leur cycle, leur travail comme ça, et a priori c'est mieux de passer de l'un à l'autre. Nous on obéit, c'est ce qu'on va faire. Les deux auteurs ont des styles très différents, je pense, j'ai cru comprendre. Ils mettent en scène des personnages très différents dans des capitales, des villes très différentes. Capitale du Sud, donc de Guillaume Chamanadjian, c'était vraiment une capitale du Sud colorée, avec beaucoup de senteurs, presque renaissance italienne. Donc voilà, un truc très coloré, très bruyant, avec beaucoup de vie, beaucoup de chaleur humaine, voilà, des personnages hauts en couleur, alors que Capitale du Nord va plus ressembler pour le coup à une capitale a priori plus nordique, donc peut-être un petit peu plus froide dans les caractères, dans l'architecture, l'urbanisme, dans la façon d'être. Là je pense pas qu'on va parler beaucoup de vin et de grosses orgies de nourriture, mais peut-être que je me trompe. On verra. Mais ouais, en tout cas, a priori, les deux villes, les deux styles sont plus ou moins opposés, sont très différents. J'ai hâte de découvrir cette autre trilogie, cette autre capitale, la Capitale du Nord, de Claire Duvivier. Et j'ai oublié de vous dire que tout ce grand cycle est édité aux Forges de Vulcain.
On change de style puisqu'on va partir du côté du polar, mais du polar léger, du cozy mystery. Puisque je me suis acheté le 4e tome de Agatha Raisin de MC Beaton aux éditions France Loisirs, collection Piment. 4e tome qui s'appelle Randonnée mortelle. J'ai lu les 2 premiers tomes, le 3e attend dans ma bibliothèque et je pense que je le lirai cet été. Donc j'avais envie d'avoir un tome un petit peu d'avance en stock au cas où. Au début, quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit ouais, franchement, je comprends pas trop le succès, c'est léger mais sans plus. J'ai lu le 2e tome et je me suis dit oh, c'est amusant quand même. Agatha Raisin, personnage principal. Enfin, je la trouvais absolument imbuvable dans le premier tome, mais dans le 2e, je la trouvais déjà un petit peu plus attachante. Et même si l'enquête, franchement, ça casse pas 3 pattes un canard. Ça m'avait fait passer un beau moment, j'avais trouvé ça plutôt amusant. Cette ambiance cottage anglais, petit village, ouais, ça fonctionnait plutôt bien. Donc je me suis dit que j'allais lire une petite enquête chaque année en été, un petit peu comme Agatha Christie. C'est la petite touche un petit peu légère, doudou, qui fait du bien. Peut-être pas exagéré non plus, mais ouais. Pas prise de tête, on sait où on va, on sait ce qu'on va trouver. Je vais peut-être attendre avant d'acheter la suite, d'avancer un petit peu. Je vais essayer d'avoir 1 ou 2 tomes en stock à chaque fois, mais pas plus. Je vais pas m'acheter les 25-30 tomes, je vais pas les acheter d'un coup. Sans doute que je me lasserai avant d'arriver au bout quand même. Mais là, ça me tente bien. Dans la boutique de la personne à qui j'ai acheté les Robin Hobb, il y avait un autre livre qu'on m'avait conseillé il y a plusieurs années. C'était une de mes anciennes collègues de Clermont qui m'avait parlé de ce livre là en me disant je suis sûre que ça va te plaire et en plus c'est franchement bien écrit, enfin c'est vraiment cool, tu devrais lire ça. Je l'avais emprunté au travail à ce moment-là et puis j'ai jamais eu le temps de le lire. Les brumes de l'apparence de Frédéric de Gelt, je pense. C'est aux éditions Actes Sud, collection Babel. Je n'ai jamais lu Frédéric de Gelt, je crois même que je ne l'ai quasiment jamais vu passer sur les réseaux sociaux. Donc si vous l'avez lu, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pourquoi ça risque de me plaire? Parce que on va suivre une femme qui a la quarantaine, je crois. Bon, c'est pas très important, mais en tout cas c'est pas une ado, c'est vraiment de la littérature adulte, c'est vraiment une adulte, qui va hériter d'une vieille baraque en pleine campagne française, alors qu'elle habite à Paris et elle va aller sur place pour voir de quoi il s'agit, pour prendre un petit peu possession des lieux, et puis elle a dans l'idée à la base de revendre très vite, elle veut pas du tout s'installer là-dedans, enfin bon, elle est parisienne et ça l'intéresse pas, elle veut se débarrasser du truc. Elle va être contrainte, si j'ai bien compris la 4e de couverture, de passer une nuit dans cette vieille baraque. Lors de cette nuit-là, elle va sentir ou voir, je ne sais pas trop, pas du surnaturel, elle va pas voir un Casper, mais elle va sentir quand même quelque chose, un voile, un truc, et voilà, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, moi c'est totalement le genre de choses, le genre de livre, le genre d'histoire qui m'attire, parce que tout ce qui est un petit peu merveilleux, fantastique, mais fantastique très 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 léger, au moment où le voile est très 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 fin entre nos plusieurs mondes, voilà, notre monde et peut-être d'autres, et c'est ce que je préfère. Parce que ça laisse place au doute, ça laisse place à l'imagination, et tout est possible, donc je comprends pourquoi la collègue me l'a souvent conseillé, et je suis ravie de l'avoir trouvé sur cette boutique Vinted. On continue avec une autre autrice que je n'ai jamais lue, et qui pourtant a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est de la région, et donc j'ai eu plus grande visibilité sur le sujet, je ne sais pas. C'est une autrice que j'ai envie de lire depuis plusieurs années, j'ai jamais trouvé l'occasion de le faire. Une bête au paradis de Cécile Coulon aux éditions L'Iconoclaste. Donc Cécile Coulon, c'est une enfant du pays, elle est auvergnate, elle est de Clermont-Ferrand. Gros succès ces dernières années. Elle est toute jeune, elle est plus jeune que moi, mais apparemment elle réussit le tour de force de rassembler à la fois les critiques littéraires qui vont saluer son talent et les lecteurs grand public lambda qui saluent aussi son travail. Je suis très curieuse de lire enfin Cécile Coulon. Je savais pas par quel roman commencer, c'est peut-être pas le meilleur pour commencer avec cette autrice, mais bon c'était celui qui était disponible sur Vinted, donc je commencerai par celui-là. Une bête au paradis qui a quand même fait pas mal parler de lui, et plutôt en bien il me semble, et là aussi je vous avoue que je ne sais
pas vraiment de quoi ça parle en fait. On nous dit que Une bête au paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées par leur terre, un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Il va y avoir une histoire d'amour quand même, et l'histoire vraiment passionnelle, le premier amour adolescent, donc forcément celui qui, pas qui ravage tout, mais qui bouleverse tout, qui chamboule tout, et cette histoire d'héritage familial avec cette ferme qui a une grosse importance apparemment dans cette histoire, et cette lignée de femmes. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. On continue avec la littérature un petit peu générale contemporaine, mais on passe du côté de la littérature irlandaise parce que bien sûr je n'allais pas oublier, d'autant plus que comme nous sommes allés dans le pays pendant plus de 2 semaines, nous avons eu l'occasion de faire les librairies, enfin les derniers jours hein, quand on était dans les grandes villes, pas quand on randonnait au milieu de nulle part. Mais bref, on a fait quelques achats. J'ai notamment pris 4 livres, un roman, un documentaire et 2 albums pour les enfants. Donc 4 livres en anglais. Mais je vais pas vous présenter ça dans l'ordre, parce qu'il y a d'autres livres irlandais qui étaient arrivés à la maison avant. En tout cas, non c'est pas le premier, mais un des livres que j'ai acheté à Dublin, à la librairie Chapters. Il était pas très cher. Chapters, c'est sur Parnell Street, pour ceux qui ont envie d'aller y jeter un œil. C'est une assez grosse librairie, et encore avant elle était encore plus grosse parce qu'il y avait un étage, et là on a vu que l'étage était condamné. Je sais pas si c'est définitif ou pas, avant c'était sur 2 niveaux et maintenant il n'y a plus qu'un seul niveau, mais c'est déjà un endroit où vous pouvez passer de très nombreuses heures, et c'est ce qu'on a fait. On a passé très longtemps dans la librairie de Chapters, et je suis sortie avec un seul livre. Il y en avait d'autres hein, qui auraient pu me plaire, mais bon, il fallait être un petit peu raisonnable. J'ai donc acheté The Library at the Edge of the World de Felicity Eyes McCoy, je pense, les éditions Hachette. Oh bah, j'ai même encore le ticket, et j'ai même un petit marque-page Chapters qui était glissé dans le bouquin. En fait, je cherchais un titre irlandais, mais comme j'ai pas un super bon niveau d'anglais, je cherchais un titre plutôt facile à lire, mais dans des thématiques qui pourraient me plaire. Dans les littératures irlandaises, en tout cas de ce que j'ai vu dans les rayons, il y a énormément de documentaires qui ont l'air passionnants. Vous verrez, j'en ai acheté un qui vraiment m'a tapé dans l'œil, mais il y en avait énormément d'autres qui me plaisaient. Mais vous avez aussi pas mal de romans qui vont être un petit peu engagés, mais ceux-là j'avais l'impression qu'ils seraient trop compliqués pour moi, je réussirais pas à les lire, ou alors carrément de la romance, genre romance historique, et là typiquement c'est le genre de truc que je n'aime pas du tout, et même si c'est un auteur irlandais, ça me tente pas plus. Finalement j'ai pas eu un choix non plus énorme dans ce qu'il y avait en rayon, et je suis tombée sur celui-là qui en fait est traduit en français. Donc c'est un petit peu con, hein, j'aurais plutôt pu me concentrer sur un livre qui était pas traduit en français. Mais bon, c'est pas grave. Je sais plus comment c'est traduit en français, mais en tout cas, ça a été traduit, c'est même sorti en poche. Hein. C'est du feel good. On va suivre une jeune femme qui est bibliothécaire et qui se déplace avec une sorte de van camionnette bibliothèque qui va dans des tout petits villages, et notamment un tout petit village au fin fond de l'Irlande. Et bah là-bas forcément elle va faire la connaissance de nouvelles personnes, et vous voyez c'est ce petit côté un petit peu ouais, feel good, cocooning, rencontre avec les gens. L'autrice place son histoire dans un village fictif irlandais, mais je pense qu'on va quand même retrouver l'ambiance irlandaise un petit peu quand même. Donc c'est ça aussi que j'aime bien. Si vous l'avez lu en français ou en anglais, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que ça devrait être sympa, et je pense que ça devrait pas être trop difficile à lire, j'espère. Alors le prochain livre, c'est un cadeau de l'une d'entre vous. Mylène, si tu passes par là, je te remercie encore une fois parce que c'est un super gentil cadeau, une super gentille attention. Je m'y attendais pas, et c'est surtout que tu as vraiment super bien choisi le livre. C'est donc Le Crépuscule celtique de William Butler Yeats. Alors Yeats est surtout connu pour ses poèmes et ses pièces de théâtre, mais en fait il a aussi rassemblé des contes, des légendes, du folklore irlandais, celtique, et c'est ce qu'on va retrouver ici dans Le Crépuscule celtique. Encore une fois, merci Mylène, t'as vraiment super bien choisi, tu pouvais pas mieux choisir. Avant notre départ en Irlande, j'avais passé une petite commande, un guide de Dublin, Raconte-moi l'Irlande Dublin, 20 incontournables. C'est de Aurélie Goho, qui a un blog
blog qui s'appelle Raconte-moi l'Irlande, enfin un site internet même plus qu'un blog. En fait c'est une expat française qui vit en Irlande et qui vit à Dublin notamment depuis pas mal de temps, quasiment une vingtaine d'années, je voudrais pas dire de bêtises mais en tout cas elle vit depuis de nombreuses années. Et donc elle nous donne, en tant que expat française habituée, habitante de Dublin, elle nous donne ses bonnes adresses. Donc je me suis un petit peu basée sur ça pour enrichir notre passage à Dublin. Et on a notamment, grâce à elle, et à d'autres personnes qui me l'avaient conseillé aussi, mais notamment grâce à elle, passé une soirée à The Church, qui est une église réhabilitée en bar, restaurant, pub. On a plutôt bien mangé, même si c'est un peu cher pour ce que c'est quand même, hein. On paye vraiment le lieu, mais vous mangez en écoutant de la musique live et de temps en temps vous avez des petits numéros de danse, des claquettes irlandaises, donc voilà. Vous payez aussi les artistes, les musiciens et les danseurs qui viennent faire un petit tour. Bref, c'est un tout petit guide d'une cinquantaine de pages, mais qui donne des bons plans, des bonnes adresses, qui est plutôt bien fichu, avec des photos couleurs que Aurélie a elle-même faites. Très très fin, à glisser dans la valise, c'était pas lourd du tout, c'était nickel, et je vous le conseille si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous voulez l'acheter. Par contre, et elle s'en explique sur son blog, sur son site, elle passe par Amazon pour l'auto-édition de ce livre-là, et donc vous ne pouvez l'acheter, le commander qu'en passant par Amazon. Je ne commande d'habitude pas du tout sur Amazon, je comprends son choix pour la soutenir et parce que le livre, de toute façon, j'avais envie de l'acheter, j'ai donc commandé sur Amazon. Et vous verrez, j'ai commandé un autre livre qu'elle a elle-même aussi auto-publié sur Amazon, mais qui là est un recueil pour enfants. Bon, en fait, je vais vous le présenter tout de suite. C'est les aventures de Seamus le léprechaune, ou le léprechaune, toujours de Aurélie Goho, et donc c'est toujours de l'auto-édition. Il s'agit de 12 contes pour enfants remplis d'Irlande, donc on part du côté du folklore irlandais. Voilà, donc là aussi par Amazon, là aussi je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et je vous mettrai aussi et surtout le lien du site Raconte-moi l'Irlande Aurélie pour que vous puissiez aller voir tous ces bons plans en tant qu'expat française en Irlande et notamment à Dublin. Elle bouge pas mal dans le pays, elle fait pas mal de randonnées, elle rencontre pas mal d'Irlandais, de musiciens, d'écrivains. Elle a un site qui est très actif, souvent mis à jour, donc je vous conseille si ça vous interpelle. On repart du côté des achats effectués à Dublin, donc des achats en anglais. Celui-ci je l'ai repéré dans plusieurs librairies qu'on a faites au cours de notre séjour, à la fois à Galway, dans plusieurs des librairies qu'on a visitées, mais aussi à Dublin, donc quasiment toutes les librairies qu'on a visitées à Dublin. J'ai hésité à le prendre à Galway, et puis je savais à Dublin, à force de visiter des librairies, de repérer des titres, que si je ne devais acheter qu'un documentaire pendant ce voyage, pendant ce séjour, ce serait celui-là. Mais il faut savoir en Irlande et dans d'autres pays, notamment européens, la loi langue n'existe pas, donc il n'y a pas de loi sur le prix unique du livre. Donc selon les endroits où vous allez, le prix pour un même livre n'est pas le même, et parfois vous pouvez avoir jusqu'à 4 ou 5 euros de différence sur un bouquin. Donc faites attention, c'est le cas pour ce livre-là que j'ai acheté. À Galway, la toute première fois que je l'ai repéré, il était à 15 euros et quelques. Je ne l'ai pas acheté à ce moment-là. Dans les librairies qu'on a fait ensuite, également à Galway, mais aussi à Dublin, il était à plus de 19 euros. Et finalement, à Dublin, dans la librairie Dubray, je l'ai retrouvé à 15 euros et quelques. Donc là, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de l'acheter. Il s'agit de Bessborough, je crois que ça se dit comme ça, de Deirdre Finnerty, et c'est aux éditions Hachette Books Ireland. Et j'ai un exemplaire qui est signé de l'autrice. Pas que l'autrice était présente au moment où j'ai acheté le livre, mais c'est qu'elle a dû signer plusieurs exemplaires qui se sont retrouvés sur les étagères de la librairie. C'est souvent le cas dans les librairies qu'on a visitées en Irlande. Vous aviez plein de titres d'auteurs irlandais qui étaient signés et qui étaient disponibles dans les rayons pour le même prix qu'un livre non signé. Donc là on va suivre l'histoire, le témoignage de 3 femmes lors de 3 décennies différentes, les années 60, 70 et 80, et on nous dit 3 histoires de courage, et c'est autour de ces institutions religieuses qui enfermaient les jeunes femmes qui avaient des enfants en mariage. On va parler de ce fait de société irlandais là, qui est très présent dans
dans l'imaginaire irlandais, mais c'est pas du tout de l'imaginaire, hein. C'est vraiment un fait de société qui a été très 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 important pour le pays et qui est très présent dans les écrits, que ce soit les écrits fiction, mais surtout non-fiction. Il y a pas mal de documentaires sur le sujet et celui-ci c'est celui qui me semblait être le plus abordable pour quelqu'un qui parle pas forcément très très bien anglais. Voilà, je pense que je le lirai cette année, dans peu de temps j'espère, dès que j'aurai un moment. En tout cas il me tentait mais vraiment énormément et j'ai hâte de m'y plonger. Rassurez-vous, j'ai bientôt terminé ce book haul. Je continue avec des albums pour les enfants et 2 albums là aussi achetés en Irlande d'auteurs irlandais, d'auteurs illustrateurs. Le premier c'est The Vanishing Lake de Paddy Donnelly aux éditions O'Brien. Apparemment il a été traduit en français il n'y a pas très très longtemps, je ne l'avais pas vu passer. On va suivre une petite fille qui est chez son grand-père en Irlande, dans la campagne irlandaise. Ils se promènent, ils observent autour d'eux, donc c'est à la fois une histoire d'amour entre un grand-père et sa petite fille, mais aussi l'occasion de découvrir un petit peu les paysages irlandais, le quotidien irlandais, et un petit peu aussi du folklore. Forcément, ça va parler un petit peu quand même de sirènes, de géants. Tout est prétexte en Irlande de toute façon à faire entrer un petit peu de magie dans le quotidien, un petit peu d'imaginaire. Et les illustrations sont très très belles. L'autre album que j'ai acheté mais qui je pense n'a pas été traduit, c'est Let's See Island de Sarah Bowie, là aussi aux éditions O'Brien. Donc là on va suivre une petite fille qui part en vacances avec ses parents et qui font le tour de l'Irlande. Donc là c'est l'occasion de découvrir un petit peu les sites principaux irlandais. Et puis il y a une petite subtilité, une petite plaisanterie, c'est que au début, au moment où la famille part en vacances, fait sa valise et monte dans la voiture, ils disent au revoir au chat, mais le chat forcément se glisse dans la valise et part avec eux, et donc le chat on va le retrouver à chaque fois plus ou moins caché dans chaque scène, donc c'est toujours un petit peu drôle de le repérer. Donc c'est une petite aventure qui est amusante et en plus qui fait visiter l'Irlande pour les plus jeunes, donc moi ça me tentait bien de l'avoir dans ma bibliothèque. J'en ai fini avec l'Irlande, mais je continue avec la littérature jeunesse avec 2 albums que j'ai achetés à la librairie Coïncidence, donc la petite librairie jeunesse de la ville de Moulins. Le premier que j'ai acheté c'est 10 ours Tudor de Joey John et Benji Davis aux éditions Little Urban. C'est toute une petite collection qui commence par 10 ours et là c'est vraiment une histoire d'amitié entre un ours et une oie. C'est bourré d'humour, c'est très très drôle. Les dessins sont assez ronds, ça fonctionne bien. Ouais, drôle, amusant, tendre, c'est sensible, c'est plutôt coloré. L'ours c'est vraiment un personnage qui est un peu grognon, qui parle pas beaucoup, qui est taiseux, et à côté de ça l'oie la ferme pas. C'est une amitié complètement improbable mais qui fonctionne bien et à chaque fois ils vivent des aventures un petit peu différentes. Et le deuxième album que j'ai acheté à la librairie Coïncidence, c'est L'Arbre de la Gentillesse de Britta Teckentrup aux éditions 4 Fleuves. En fait, Britta Teckentrup, j'ai déjà 1 ou 2 de ses albums. J'aime assez la douceur des dessins qu'elle propose. Là, je dois avouer que je trouve le propos un peu moins subtil, un petit peu moins fin, mais quand même intéressant, du rapport qu'on peut avoir les uns avec les autres, des relations qu'on a les uns avec les autres. C'est pas forcément d'une très très grande subtilité, mais je trouve que ça fonctionne pour les enfants, c'est cool. Voilà ce que je peux vous dire de cet album. L'autre petite chose aussi qui est plutôt sympathique, vous l'avez peut-être déjà repéré, c'est que sur chaque page, à chaque fois, vous avez l'arbre, une petite découpe qui grandit de page en page. Je vous les montre pas toutes, au bout d'un moment il est très très grand. Allez, je termine avec 2 documentaires et juste pour vous montrer un magazine. J'ai fait un petit tour chez François Zir l'autre jour et je me suis acheté donc le Agatha Raisin et j'ai pris aussi un autre petit bouquin qui s'appelle Quand le ventre va, tout va. C'est de Alain Tardif qui est naturopathe. Un petit peu dans le même genre, j'avais lu Le charme discret de l'intestin il y a plusieurs années, que j'avais trouvé vachement intéressant sur cette thématique-là, hein, du ventre, comme deuxième cerveau, voilà. Donc quand votre ventre va mal, tout va mal. Sans vouloir rentrer dans les détails, je suis assez sensible du ventre, vraiment un deuxième cerveau, et quand je suis assez nouée, assez stressée, ça se porte toujours là-dessus, et ces derniers temps j'ai eu des soucis de ventre, voilà, vous saurez tout.
tous les détails. Alors je ne crois pas tout en bloc, mais je prends certaines choses qui peuvent peut-être être intéressantes. Et là ouais, il y avait quelques chapitres qui me semblaient plutôt pertinents, ou en tout cas qui me parlaient. Donc est-ce que vraiment ça va être utile et ça va être efficace? Je ne sais pas, je vous dirai ça peut-être dans quelques mois. Enfin, dernier documentaire, c'est Le Grêlé, le tueur était un flic de Patricia Touranchot aux éditions Seuil. Documentaire d'enquête criminelle, de faits divers, que j'ai lu et que j'ai chroniqué à la fois sur Instagram et sur le blog, si vous voulez vraiment avoir un avis détaillé. Donc pour la petite histoire, très rapidement, Le Grêlé c'était un des plus vieux cold case français qui datait des années 80, au moment où un homme plutôt jeune avait agressé plusieurs jeunes filles, voire enfants. Certaines agressées sexuellement et laissées en vie, d'autres malheureusement non. Sa première victime connue, en tout cas celle par qui tout a commencé, s'appelait Cécile Bloch, elle avait 11 ans je crois, et malheureusement elle n'a pas survécu à l'agression. La subtilité de ce criminel, c'est que a priori il avait peur de rien, puisqu'il ne cachait pas du tout son visage et il se faisait voir de beaucoup de gens sur les lieux du crime, puisque notamment pour la petite Cécile Bloch, il s'était fait voir dans l'ascenseur par beaucoup de voisins de la petite fille et par le grand frère de celle-ci et par les parents de celle-ci qui l'avaient très très bien vu et donc qui ont pu en faire un portrait robot qui est devenu célèbre, qui est celui-ci, portrait robot sur lequel on a essayé de rendre une peau un petit peu grêlée, une peau avec des boutons. Et donc toutes les années, les décennies qui ont suivi, on a cherché un homme à la peau grêlée, en tout cas une peau marquée par l'acné ou par des problèmes de peau, et il était introuvable, alors que pourtant on a pu relier à lui, notamment grâce à l'ADN, pas mal de victimes, comme je vous le disais, de meurtres ou d'agressions sexuelles ou vols, enfin bon bref, il a vraiment beaucoup fait de victimes, mais il passait à travers les mailles du filet. Et cet automne, suite à la réouverture de recherche grâce à la mise en place d'une nouvelle procureure je crois, oui je crois que c'est une procureure, des policiers, des centaines de policiers qui avaient été en poste dans la région parisienne ont été convoqués, dont un homme qui s'est révélé être Le Grêlé, donc le tueur en série, qui s'est donné la mort, qui s'est suicidé avant d'assister à sa convocation en fait, voilà, il savait qu'il était pris au piège et donc il s'est donné la mort. Depuis, il y a pas mal de choses qui sont redécouvertes, qui sont réouvertes. Bref, Patricia Touranchot revient sur toute cette enquête, toute cette affaire, et elle le fait de façon assez chronologique. Elle part de la découverte de du cadavre malheureusement de la petite Cécile Bloch dans les années 80 et elle en arrive à ce qui s'est passé cet automne, donc automne 2021, et donc la découverte du nom du coupable, du nom du tueur en série. C'est très 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 documenté et c'est assez intéressant. C'est pas sensationnaliste, c'est pas une façon de mettre en avant le tueur en série. Non, je trouve au contraire que Patricia Touranchot met vraiment en avant au contraire tout ce qui est enquête et les failles de l'enquête. Il y a eu pas mal de failles. Il y a eu des bonnes choses de fait aussi, il y a eu du bon travail, mais il y a eu aussi des failles. Donc elle insiste beaucoup là-dessus, sur la réalité du terrain, la réalité des enquêtes criminelles françaises, sur les victimes aussi, la réalité de ce que peuvent vivre les victimes d'agression et les familles qui sont autour. Et je trouve qu'on fait pas l'apologie, on fait pas la gloire du criminel, et ça j'apprécie. Voilà, donc intéressant, documenté et en même temps facile à lire entre guillemets, même si c'est jamais facile de lire ce genre de choses là. On nous raconte des choses atroces, mais dans le sens où même si c'est très factuel, on nous donne beaucoup d'éléments, on n'est jamais noyé non plus dans tous ces éléments là. Si c'est le genre de thématique qui vous intéresse, si c'est une histoire que vous aviez suivie et vous voulez en savoir plus, ou au contraire si vous la connaissez pas du tout, je vous invite à découvrir ce titre de Patricia Touranchot.
Et juste pour le petit clin d'œil, je ne vous en parle pas à chaque fois parce que je reçois un nouveau numéro chaque mois, je suis abonnée et une fois de temps en temps je reçois aussi un hors-série, il y en a 4 par an. Je vous montre juste le dernier numéro d'Epsilon que j'ai reçu, le numéro du mois de juin qui est le numéro 12. J'ai un petit peu de retard dans la lecture des numéros mais je continue à les découvrir. Dès que j'ai 5 minutes, je lis chaque article, je lis tout, même s'il y a des choses que je comprends pas, je pense que j'apprends quand même pas mal de choses. Et je les mets en vente ensuite sur Vinted à petit prix. Voilà, je les revends parce que bon, un magazine, une fois que je l'ai lu, je vois pas l'intérêt de les stocker chez moi et de faire des piles de magazines, ça m'intéresse pas du tout, donc autant en faire profiter d'autres personnes. Donc ils se retrouvent petit à petit sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Et voilà, je m'arrête là, c'est déjà une très longue vidéo. J'espère que ça vous aura donné de nouvelles idées de lecture. Moi je pense que j'ai pas mal de très belles lectures devant moi qui m'attendent, en tout cas je suis ravie. À chaque fois quand je vois les piles de livres qui arrivent dans ma bibliothèque, je me dis mais c'est pas possible, il faut arrêter d'acquérir autant de bouquins, et en même temps quand je me rends compte de toutes les belles heures de lecture qui m'attendent, je suis ravie. Oui, j'ai énormément de livres dans ma bibliothèque qui ne sont pas encore lus, mais ils le seront un jour ou l'autre, soit par mois, dans un mois, un an, 10 ans, 20 ans, soit par quelqu'un d'autre, parce que de temps en temps je fais le tri, et effectivement il y a certains livres que j'ai acquis il y a quelques temps que je n'ai plus envie de lire, donc bon bah ils partent dans de nouvelles familles. Ma pile à lire, qui se compte en centaines de livres, je ne sais même plus exactement, mais bon, c'est une montagne à lire. C'est pas du tout un stress pour moi. Je pioche dedans, pour moi c'est comme si j'avais une librairie à domicile, une bibliothèque, une médiathèque à domicile. J'en ai pour tous les goûts, j'en ai pour toutes les humeurs, j'en ai pour toutes les situations. Et voilà, c'est pas du tout un stress. Je les lirai un jour ou l'autre, ou pas, ou ils seront lus par d'autres personnes. Ma bibliothèque vit, je fais du tri de temps en temps, j'en ajoute, j'en enlève. Et je suis toujours super contente d'en ajouter, donc ne vous inquiétez pas, il y aura toujours autant de book haul conséquents. Je pense. Je ne suis pas encore soignée de ce point de vue là et j'ai pas tellement envie de me soigner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère pouvoir vous faire une toute petite vidéo avec des images que j'ai ramenées d'Irlande. Alors malheureusement j'ai eu un souci d'appareil photo et je me suis rendu compte avec horreur que finalement j'avais assez peu d'images de notre voyage. Je suis dégoûtée. Notamment des photos. Je suis persuadée d'avoir fait des photos à tel endroit et elles ne sont pas dans mon appareil. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai eu un souci de réglage. Et finalement j'ai pas tant de vidéos, de films tournés en Irlande. J'en ai un peu plus sur mon téléphone. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer les vidéos prises par mon téléphone et essayer de les utiliser aussi dans une vidéo YouTube. Mais est-ce que ce sera le même format entre les vidéos de l'appareil photo et les vidéos téléphone? Est-ce que ça pourra être raccord dans une seule et même vidéo? Je ne sais pas. Donc on verra. On a aussi envie avec Jason de vous faire une nouvelle vidéo en duo pour vous parler de nos plus belles lectures de toute notre vie. Alors pas toutes, mais certaines de nos plus belles lectures, et puis si ça vous intéresse, on fera peut-être plusieurs numéros. Mais ouais, on se disait que ça serait pas mal en fait de vous présenter des livres qu'on a lus potentiellement il y a des dizaines d'années, dont on n'a jamais parlé sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le blog pour moi, mais qui comptent pour nous, qui sont de très belles lectures, et qui peut-être pourraient vous intéresser, vous interpeller. Voilà, et puis sous format duo, puisque comme ça, on présente un livre chacun à notre tour, c'est un petit peu plus dynamique. Je vous dis une nouvelle fois à très bientôt. Je vous remercie si vous avez regardé jusque là. Je vous souhaite de très belles lectures. Salut et merci.